Donc, je ne vais pas reprendre, simplement, donc, on fait une lecture du manifeste, la déclaration des droits, qui a donc tous les traits caractéristiques d'un manifeste futuriste, hein, avec le côté agressif et évidemment le point où on était arrivé, en nous, œuvre, on peut dire œuvre, pasmutuneri temp. Pasmutuneri temp, le temp, c'est le rythme. C'est pas un mot. En fait, c'est pas un mot arménien, c'est un mot. Le tempo. Le tempo. Le tempo œuvre en nous, le tempo des foules, et jemmek, tebi pasmutunen ichetsno, mais et nous portons vers la foule le fruit de nos créations. Ou nous portons nos créations, en fait. Nous portons vers la foule. En fait, faites attention à ce verbe. Nous faisons descendre. Ça veut dire qu'à une certaine manière, il se situe un peu dans un plus haut. Alors, je vous ai dit que c'était la deuxième partie de notre texte jusque-là, puisque le nous ici se présentait comme des exorcistes. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? La troisième partie. Nous demandons, nous exigeons, nous demandons. Premier point. Tout sanel panastatutuna, steliaknerit, steli, porosner, sanel. Il y a quelqu'un steli, gentami, kosker. Alors, de sortir la poésie, panastatutuna, steliaknerit des salons ou des pièces. Salon va mieux parce que la chambre est un espace plutôt fermé. Donc le salon a un effet, s'oppose très bien à la rue. Donc sortir de la poésie hors des salons, vers les rues, et les massanera, hors des livres, hors des livres, vers la parole vivante. Massaner, c'est quoi? Les fous. La masse. C'est pas de l'arménien, ça. Non, ça fait partie du vocabulaire évolutionnaire de l'époque qui faisait partie, même maintenant en Arménie orientale, on n'emploie pas Zankvat. En Arménie occidentale, on emploie Zankvat, c'est la masse. Mais en Arménie orientale, il y a des doublons comme ça, et qui, à un moment donné, font oublier que le mot arménien en disait autant. Donc, Mekbarantumen, premier point, sortir la poésie hors des salons, vers la rue. C'est une exigence très importante du futurisme, je dirais comme du communisme futuriste, dans la mesure où jusque-là la poésie se faisait dans les lieux fermés, c'était la poésie lyrique. Maintenant, le poète n'écrit plus chez lui, dans un espace fermé, il écrit pour la foule, c'est-à-dire pour la masse, pour un public, c'est-à-dire l'espace ouvert. Mais je signale que déjà dans la poésie futuriste italienne, les poètes avaient tendance, lors des soirées futuristes, à lire leurs poèmes. Il y avait un contact direct avec le public. Et c'était ce qu'on appelait, on va appeler plus tard aux États-Unis, des performances. Quand les poètes se mettent à lire devant une caméra et avec devant un haut-parleur et devant une foule. Ça, c'est le happening américain.
Mais c'est quand même dans la tradition d'une création orale, enfin d'une reproduction orale en public. Ce qui fait que le poème qui s'écrit pour un public ne peut plus avoir le caractère intimiste. Donc, il y a ici une opposition entre le lyrisme intimiste traditionnel, enfin, qu'on appelle traditionnel, et la poésie urbaine ouverte vers un public qu'on appelle la masse. Ensuite, le point 2. Exprimer, alors, nous exigeons d'exprimer, en fait, Arda Heide, exprimer, ein inch Wort, ce qui est Ashmeagane et actuel. Et ce qui est actuel, alors qu'est-ce qui est actuel? Le tiret, Charjou, Le mouvement, le mouvement. Kasagakain Bakar, la lutte des de classes. classe. Yergat, le fer et le rouge. Symbole de la lutte de classe. Je signale que ce sujet est un sujet historique, autrement dit contemporain. Le texte se veut contemporain au monde de l'époque. Donc, ça c'est, si vous voulez, les manifestes ont toujours un côté, essayent de s'articuler au présent, s'opposer au passé, afin de fonder le futur. Donc, le côté futuriste, tous les symboles, tous les manifestes fonctionnent de cette manière-là. Mais évidemment, ce mode de fonctionnement est devenu extrêmement clair avec les manifestes futuristes. Bon, maintenant, un autre point. Comment faire? Autrement dit, quels sont les moyens qu'on va se donner pour créer, pour atteindre à ce but? Alors, pour atteindre ce but, dans la poésie, il faut appliquer. En poésie, il faut appliquer quoi? Girarel, ça veut dire appliquer. Alors que girargel, c'est pratiquer. Girarel, c'est appliquer. Appliquer quelque et chose. Girargel. Girargel, c'est pratiquer. Girargel s'écrit un peu d'une manière différente. Girargel et Girargel. Argel est un radical couramment employé, comme vous avez himnargel, ou prochargel. Vous avez plein de mots où ce mot argel est employé. En fait, parfois, cette racine a perdu son sens originel, qui est de tomber, descendre. Et donc, ça fonctionne comme une racine d'action. Donc, Girarel, appliqué en poésie, premier point, le rythme, Vorbes chargé. Le rythme comme mouvement. Le rythme en tant que mouvement. C'est assez curieux. Ce point est l'un des points les plus originaux de ce manifeste, alors que très souvent dans les manifestes futuristes ou les futuristes russes, la question du rythme n'est pas évoquée. C'est-à-dire que le rythme n'apparaît pas comme un point important dans les poétiques futuristes. Le point 2, c'est Batker, Obraz,
c'est le terme russe. Hein. Patken, l'image, vorbes gențaru până roșu. L'image comme caractérisation până roșu, gențari, de la vie. Alors, gențar, il faut bien comprendre que gențar a la même racine que gianc. Mais évidemment, gențar, c'est exactement la manière par laquelle la vie nous est donnée, nous apparaît. Autrement dit, c'est les formes que prenne la vie. Donc on appelle mode de vie. Donc en arménien, on appelle gențar. Par exemple, gențar en Arménie, c'est pas la même chose que le gențar en Russie. Vous voyez? Ou les formes, par exemple, un mariage, baptême, ce sont des choses très très différentes. Ou même la manière de se nourrir, de se vêtir, de se comporter quand, par exemple, on se salue. Ce sont des modes de vie qu'on voit. Alors que la vie, on peut dire, est invisible. La vie se trouve dans les modes de vie. C'est pourquoi nous parlons de gențar. Gențar, c'est la manière d'apparaître de la gianc. Alors, troisième point, voce, le style, geblezun, la langue, disons plutôt le langage. Hein. L'arménien ne fait pas la distinction entre langage et langue. Donc, selon le contexte, nous mettons soit le langage, soit la langue. Le langage étant la manière d'utiliser la langue, n'est-ce pas? C'est la même chose que le gențar. Alors, le style et la langue, le langage, en tant que vorbes devial duti yet harnovatski ardai comme donner, oui, alors comme devial duti yet harnovatski ardai comme l'expression. Quand vous traduisez, il faut aller jusqu'au bout de la phrase et donc ramener le style et le langage comme l'expression du sujet donné devient l'outil. On peut dire du matériau aussi, nut. Hein. Nut en arménien veut dire, au 5e siècle, ça voulait dire la matière. Alors, et Yevchar Novatri comme l'expression du tempérament. Autrement dit, le style et le langage en tant qu'expression du sujet ou du matériau et du tempérament donné, devial, adjectif, ou plutôt participe employé comme adjectif et placé devant les deux. Donc on est obligé de faire en sorte à ce que le donné s'applique aux deux. Donc, on a terminé ce qui est demandé et les moyens par lesquels on va réaliser. Vous remarquez, les deux points les plus importants, c'est le rythme comme mouvement. En réalité, le rythme comme expression du mouvement, je dirais, ou le rythme comme moyen pour rendre le mouvement, et l'image. Alors, l'image, je signale que c'était quelque chose de plutôt récent, l'intérêt d'un certain futurisme. Il y avait un mouvement imaginiste qui avait été lancé entre 1921 et 1922, qui était une émanation du futurisme russe et qui mettait l'accent sur l'image, pas de quête.
Alors, maintenant, passons à la toute dernière partie, mais Orva Lozum connaît. Ce que, autrement dit, ce que Lozum, c'est un mot arménisé, venant de russe, mais allemand. Lozum, parfois, ça veut dire solution ou le point qu'on déclare comme étant le plus important. On peut dire slogan. Notre slogan. Notre slogan du jour. Notre slogan, alors, Abba, Korchen, Kraga, aristocrate, Shkolaner. Shkola, c'est école. Scuola. Alors, Gorchen, c'est Abba. C'est Abba. Gorchi. Qu'il soit perdu. Mais c'est une tournure qui a la forme classique, provenant peut-être du Karapar. Abba, les écoles littéraires aristocratiques. Kraga, aristocrate, Shkolaner. Alasmaseniagaïn, Krogner. Les écrivains des chambres privées. Alors on pourrait dire les écrivains de la tour d'ivoire, des tours d'ivoire, hein, c'est ça, des tours d'ivoire. Kratabanneru Nanchor Kirker, en bas, les livres qui sont nés. endormis dans les bibliothèques. On a l'impression d'entendre la voix de Magnette. Et alors, Yes Salonaïn Ganank. Alors, à-bas, les femmes de salon. On a l'impression. Ou les salons féminins. Féminin Ganank. Les femmes de salon. Les femmes de salon. Les femmes de salon. Non, Je vous ai dit que Charent lui-même avait écrit justement ce recueil qui s'appelait Emale Profileter, dédié à Arménie Tigrania. Donc, les femmes de salon, on a l'impression que Charent s'en prend à sa propre production ou à ses compagnes de salon, elles-mêmes poétesses, qui se produisaient dans les salons de Tiflis et de Yerevan entre 1918 et 1920. Deuxième, alors, Getze, vive, Kerabestagan Gentani Khoska, vive la parole artistique vivante. Österdor Kordor Pasmutunerum, dans les foules créatrices. Vive la foule créatrice. Il adore rythme avec son rythme puissant. Vive la révolution prolétarienne. Vous voyez que la dernière partie, c'est des déclarations purement politiques, qui est adhésion à la révolution prolétarienne. Et le manifeste rend clair cette, cette collusion entre le littéraire et l'événementiel, c'est-à-dire le régime politique, en l'occurrence. Donc, il n'y a pas de distinction possible à faire entre l'histoire ou la réalité et l'expression de cette réalité, à savoir la littérature. En l'occurrence, la poésie. Vous remarquez une chose, c'est qu'il n'a pas parlé de la littérature. Les auteurs parlent de la poésie. En général, c'est comme ça. Dans pratiquement tous les manifestes, c'est les poètes, même les prosateurs s'allient aux poètes, et c'est au niveau de la poésie que cela joue.
il peut y avoir aussi des manifestes concernant les beaux-arts, hein, c'est évident, puisque les futuristes italiens en ont rédigé plusieurs. Alors voilà une déclaration des trois qui a un côté agressif évident, qui s'en prend à des traditions véhiculées par des noms qui ne sont pas dits. Les noms qui ne sont pas dits, c'est la poésie de Védique Isaacian, c'est la poésie de Parentelian, et voire probablement une poésie plus d'inspiration nationale, ou disons nationaliste, comme Ovanesian. À la rigueur, peut-être pourquoi pas Ovanes Toumanian, qui a écrit un fameux poème, Haileniki Samar. Haileniki Samar. Donc, je vous ai dit, le thème de la patrie est un thème tellement récurrent que je m'abstiens de souligner. Simplement, ce manifeste s'en prend à toutes les traditions en vigueur. Or, la question qui se pose est la critique qui reçoit ce texte. La critique va réagir d'une manière, elle aussi, particulièrement violente, puisqu'il y aura plusieurs articles où on s'en prend surtout à Chavez. Et on essaye de mettre en contradiction les déclarations de Chavez avec ce que lui-même il a produit. N'oubliez pas que Chavez est quand même l'auteur d'un poème d'inspiration patriotique ou nationaliste, ou ce que vous voulez, Yesiman Mouchayastani, qui est quand même son poème, à l'époque, le plus célèbre. Encore maintenant. Encore maintenant. Donc, c'est dire que parfois, Chavez lui-même s'oppose à ce qu'il avait écrit. Et donc, d'une certaine manière, c'est on peut expliquer cela par la volonté de se détacher de ce qu'il a produit, c'est-à-dire pour se dépasser. Donc, Ça, c'est quelle année? il veut se dépasser. Ça, c'est quelle année? 1922. 1922. Et le reste, il l'a écrit quand? Ce qui était... C'était quelle année? Le fameux poème de Mikhail Tout de 1920, 1921. Donc, Ah, pareil, à la même époque? oui, oui. Est-ce qu'il ne fait pas preuve d'opportunisme politique? Oui. J'ai pensé. Oui, on peut exprimer les choses comme ça. On peut exprimer les choses comme ça, mais parce que l'explication par opportunisme est une explication psychologisante et pas assez politique. Je crois qu'il y a sincèrement, de la part de Chavez, une volonté de mettre en question, car ce manifeste met en question les valeurs en cours à la bourse littéraire de l'époque. Et donc cette mise en question fait partie des démarches poétiques. Et en tant que telle, une démarche littéraire peut s'avérer comme étant politique. Et je vous ai dit dès l'entrée de jeu, à l'époque, en Arménie et dans tous les pays soviétiques, la littérature commence à devenir partie prenante, pour ne pas dire un instrument, de la politique. C'est pourquoi tous les revirements politiques vont avoir leur contre-coup dans la littérature. C'est pourquoi la distinction, d'ailleurs la théorie marxiste, lue par Lénine et les théoriciens du Parti communiste russe, faisait de la littérature une simple émanation de la politique et de la lutte des classes. Il y a comme une espèce de relation, de cause à effet.
Bien, alors que, évidemment, d'autres lectures du marxisme ont fait que, évidemment, ce qu'on appelait la superstructure, à savoir les arts, la culture, ou bien la littérature, eh bien, a une certaine indépendance par rapport à l'infrastructure politique et économique, surtout. Alors, à l'époque, la superstructure ne jouit d'aucune indépendance. Elle est, en quelque sorte, elle résulte de l'économique. C'est Marx, lu, on peut dire, à la lettre. C'est vrai que même chez Marx, il y a certaines déclarations qui font que parfois on a l'impression que l'Iliade et l'Odyssée sont l'expression directe d'une économie agraire. On a l'impression qu'il pense comme ça. Bon, sans penser aux éléments intermédiaires entre l'économique, le politique et la culture. La culture étant comme une simple expression de l'économique, est un problème. On ne peut pas aujourd'hui accepter cela comme allant de soi. Mais à l'époque, évidemment, les trois poètes pensaient comme ça, et évidemment, Charette a réussi, puisque toute la critique s'est déchaînée contre. Alors, parmi ceux qui se sont déchaînés, il y avait d'abord tous les amis de Varennes-Terrien. D'autant plus que Varennes-Terrien était lui-même communiste, ou en tout cas très impliqué dans le communisme, même si sa poésie restait en gros symboliste, mais je vous ai dit que déjà dans la dernière partie de sa carrière, il a commencé une série de poèmes qui s'appelait Jelgi Maïri, c'est des poèmes helléniques concernant la patrie. Il est évident que Terrien, la poésie de Terrien n'est pas restée totalement indépendante, et même Terrien, comme avec un certain nombre de ses compagnons, pensait que la solution de la question de la patrie dépendait de l'adhésion des Arméniens au nouveau régime. Donc les poètes, eux, adhèrent au nouveau régime. Sont-ils sincères? Font-ils semblant? On n'en sait rien, on ne peut pas savoir. En tout cas, la critique fuse, et alors, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, les poètes vont produire un certain nombre de... Alors, ils vont se manifester publiquement. Il y aura plusieurs, ce qu'on appelle... Sheporahantes. Sheporahantes, ça veut dire ils se produisent publiquement dans des salles. C'est comme les soirées futuristes chez les Italiens. C'est-à-dire, ils lisent des poèmes, ils font des déclarations. Il y en aura, je crois, deux. Shepor, ça veut dire quoi? Pardon? Shepor. Shepor, c'est le clairement. C'est le clairement. Sheporahantes. Autrement dit, on fait des déclarations et puis, mais très très vite, le groupe va se désagréger. Évidemment, Azad Pashtouni, lui, probablement, il a signé ce manifeste probablement par opportunisme, sans vraiment y croire, mais ça c'est une simple supposition, car sa pratique d'écriture ne sera jamais une pratique d'écriture radicale ni expérimentale. Car à partir de 1922, Pashtouni va se mettre à écrire des poèmes orientalisants.
Salam Namé, que je donnais, Salam Namé, ou un recueil qui s'appelle Arebek Houreima, l'Orient est en flammes, en faisant allusion à l'éveil des nationalités dans l'Orient, avec probablement l'incitation des soviets pour propager la révolution. Et puis, par exemple, son recueil Pouzank et Zank met l'accent sur le côté des cloches, faire le bruit, l'expression publique en poésie. Alors, on ne peut pas en dire autant de Apov. Voilà. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, sa poésie va petit à petit disparaître. C'est Charens qui reste. Et Charens, dans cette année 1922 et 1923, il va publier plusieurs recueils. Et d'ailleurs, on est un peu étonné de cette abondance. Il publie Romance en fait, Romance sans amour, Moscou 1922. Évidemment, c'est un texte violemment, je dirais, d'amour profane, d'amour, on peut dire, des plus, comme il disait, sexuels. L'instinct sexuel déchaîné. Mais évidemment, il y a une chose dans ce texte, ce recueil, publié en 1922, est resté longtemps, qui n'avait jamais été repris jusqu'en 1983. Ce texte est un texte beaucoup plus programmatique que vraiment poème d'amour vulgaire. Tout le texte tourne autour du fait, vous voulez de l'amour pur, et ben, ce que je peux vous donner, c'est de l'amour vulgaire. Mais en fait, le texte lui-même n'est pas, à mon sens, poétique. Ça lui manque quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, Romance en fait, il y a peut-être beaucoup d'absence d'amour. En fait, c'est pas d'amour, mais il n'y a pas de romance. Le problème, c'est l'absence de romance. Et puis, il va publier un autre recueil en 1924, et puis sa pièce de théâtre qui s'appelle Kafkas Tamasha. Kafkas Tamasha, c'est une pièce de théâtre d'agitation publiée à Tiflis en 1923. C'est comme toutes ces pièces que jouaient les troupes dans les provinces quand ils faisaient des tournées à caractère essentiellement politique, puisque Kafkas Tamasha s'en prend aux dirigeants de la Première République, qui tournent en dérision. Donc c'est un peu un théâtre politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme le régime a été renversé, le régime de la Première République a été renversé, on ne comprend plus pourquoi ils s'en prennent, puisque ce régime n'avait pas de fondement très très fort dans la société arménienne de l'époque. C'est qu'ils ne se sentaient pas en droit, enfin, j'arrive pas à trouver le mot, en droit d'avoir leur place. C'est en fait ces figures d'un passé plutôt récent, demeuraient probablement encore nimbées d'une certaine aura. Et donc, en réalité, c'était une mise en question, une manière de démasquer ces figures du passé et de s'en détacher. C'est-à-dire que nous sommes dans ces années 1922, 23, 24,
où la littérature, enfin, l'esthétique qui est en cours de gestation, et la politique essayent de détacher l'intelligence arménienne et la population arménienne du passé. Donc, d'essayer de créer une rupture avec le passé. Cette rupture s'opère, s'était déjà opérée avec la réforme de l'orthographe. La réforme de l'orthographe qui a été mise en chantier et déclarée par un décret, officialisé par un décret en 1922, je crois vers le mois de août ou septembre. Et donc, petit à petit, la littérature de cette époque va elle-même essayer de se détacher du passé. C'est assez contradictoire d'ailleurs, parce que contradictoire avec une autre tendance du régime qui consiste à essayer de créer autour de cette Arménie soviétique une sorte d'entente nationale. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Arménie soviétique va essayer de dépêcher des émissaires dans toutes les colonies arméniennes de la diaspora pour amener en Arménie les intellectuels réfugiés à l'étranger. Messayan, Madame Messayan est le cas le plus célèbre. Il y a Constanzarian aussi qui lui va partir et d'autres qui vont joindre l'armée, si je puis dire, de ceux qui adhèrent à un certain État arméno-soviétique. Le nom exact de la pièce de théâtre, c'est quoi? Kafkas Tamasha. Kafkas Tamasha. Kafkas, ça veut dire Caucase. Ah, Kafkas. Kafkas. Tamasha veut dire pièce, représentation. C'est pas de l'arménien, Tamacha, si? Non, ça veut dire, c'est un mot proche-oriental ou iranien. En tout cas, c'est le genre de pièce populaire, d'inspiration populaire, mais de forme populaire, où, comme il y a toujours ailleurs, un petit groupe qui se présente, ils font quelques petits décors, et puis il y a des personnages qui apparaissent. Il y a parmi ces personnages Kara, un Kara qui est un peu le personnage représentant Charent, en train de mettre en question tous ces personnages du passé. Ça n'existait qu'en Arménie orientale? Ah oui. Parce qu'en France, il y a eu beaucoup de troupes de théâtre un petit peu comme ça. Est-ce que c'est pas influencé? Non, c'est-à-dire que, je ne sais pas de la France, non, mais dans les années 1921-22, comme on voulait, on peut dire, répandre la culture, c'est-à-dire on voulait que la culture soit populaire, popularisée, vulgarisée, et donc les troupes de théâtre avaient cette fonction de sortir des capitales, des lieux traditionnels de la culture, comme nos écrivains, nos poètes disent, faire sortir la poésie hors des salons. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire hors des lieux officiels de la culture, aller vers les masses, c'est-à-dire dans les villes ou dans les villages, dans les lieux éloignés, se produire devant des publics qui n'y connaissent pas grand-chose, l'art. C'est donc populariser l'art et donc d'une certaine manière créer un art populaire. Mais cette réforme qui a été lancée, officialisée par un décret en 1922, cette réforme de l'orthographe, a-t-elle modifié la langue arménienne parlée en Arménie au point de diverger beaucoup avec la langue d'origine telle qu'on la parle en diaspora? Autrement dit,
est-ce que la langue parlée actuellement en Arménie date pour une large part de cette modification, de ces modifications intervenues en 22? Je ne suis pas spécialiste de la question. Je ne veux pas me prononcer non plus sur cette question. L'orthographe, le changement d'orthographe avait une visée politique évidente. Hein. Par exemple, un exemple, quand ils ont arrêté Adjarian, le fameux linguiste, en 1937-38, lors de l'interrogatoire qu'il a subi, on lui a demandé pourquoi étiez-vous contre la réforme de l'orthographe. C'est quand même assez curieux comme question, car cet interrogatoire avait été un élément politique, c'est pas quelque chose qui se passe entre deux intellectuels, c'est entre un représentant du pouvoir répressif et un savant. Alors, Adjarian donne sa réponse. Je passe sur sa réponse. Il dit que cette orthographe, ce changement, cette réforme de l'orthographe rend difficile l'étude de la grammaire. Par exemple, c'était rend difficile l'étude de la grammaire. Bon, c'était, si vous voulez, la réponse d'un savant qui ne pose pas la question de la continuité de la langue arménienne, des choses comme ça, parce que Adjarian sait, s'il aborde cette question à partir de la continuité de la langue arménienne, il va tomber dans le piège qui lui est tendu. Donc il dit, sur le plan de l'enseignement de la Grammaire. Nous avons beaucoup plus de difficultés qu'avant. Pardon. Mais, Quelles sont les personnes qu'ils ont pris pour décider de la réforme? Je veux dire, Adjarian, c'était Écoutez, lui qui c'est était... pas un sujet que je peux aborder. C'est pas vraiment. Non. Demandez à ceux qui vous enseignent alors. C'est pas mon. Parce que Adjarian, c'était lui la pierre angulaire, enfin de... C'est pas Adjarian qui a décidé. Bah non, c'était un ministre de la culture de l'époque qui, d'ailleurs, c'était un ami de Térian, je signale, qui avait discuté un peu parce qu'il y avait un problème d'orthographe avant. Mais jamais il n'y avait l'autorité, personne n'avait l'autorité pour imposer. Et donc, avec le nouveau régime, en 22, on décide de franchir. Mais c'était quoi le problème de l'orthographe? Mais Madame Bedrosian, c'est un autre sujet. Tu demanderas à... Le problème de l'orthographe, c'était par exemple les doublons. Le et et le y. Les deux o. Donc il y avait un certain nombre de choses. Il y avait un certain nombre de choses sous lesquelles, par exemple, le son veut à l'intérieur des mots. Donc c'était des questions comme ça. Et donc ça a été résolu, mais en fait on sait que l'objectif était de passer à une orthographe latine. C'était d'abandonner les caractères anciens, traditionnels, de passer à l'écriture avec des caractères latins. Alors ça devient beaucoup plus complexe. c'est quasi concomitant avec la réforme lancée par Atatürk pour passer aussi au caractère latin en 1922, 23, 24. Alors écoutez, la question de la langue, franchement, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Et en plus, je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas vraiment étudié la question. C'est un sujet à part. Le sujet de linguiste, linguiste et historien en même temps de la langue. Moi, je ne suis pas qualifié. Pourquoi vous voulez m'imposer? Ah bon, on ne vous impose pas. On vous sollicite, Si on vous voulez sollicite, m'imposer, et non pas de façon violente. et en général, je ne me laisse pas faire.
Mais on en avait déjà pris conscience. C'est un sujet qui vous passionne. Demandez à d'autres Des noms, enseignants donnez-nous le nom. de vous faire un point sur ce sujet. Franchement, moi, je ne maîtrise pas le projet. Je vous ai simplement dit, ça a une dimension politique évidente, créer une rupture avec le passé. Donc, mais en même temps, le régime est toujours plein de contradictions. Il y a en même temps la volonté de réunir autour d'Arménie une intelligentsia ancienne qu'on va traiter désormais comme compagnon de route. Comme Karadarvish était devenu un compagnon de route, Madame Yessayan aussi, malgré tout son adhésion, son admiration et je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, elle va être un compagnon de route. Là. Et donc, ce sont quand même des gens qui, au départ, probablement croyaient sincèrement au fait que le nouveau régime allait changer quelque chose au destin des Arméniens, mais à partir de 1923, c'est-à-dire à partir du moment où les frontières de l'Arménie ont été décidées à Moscou, eh bien, il y a eu un désenchantement complet, notamment chez cette intelligentsia qui elle-même était pour des frontières différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais il faut savoir que les choses n'ont pas nécessairement évolué tel que les régimes souhaitaient. Alors, la déclaration des trois, en fin de compte, en 22, produit quelques œuvres, mais ne provoque pas cet enthousiasme qu'on pouvait espérer. Mais simplement, il a un effet immédiat, ça remue. Les gens, la critique se déchaîne, les écrivains eux-mêmes publient un certain nombre d'œuvres intéressantes, mais le soufflet tombe assez rapidement, et Tcharenz, en 1924, il prend le chemin de Moscou, où il va lancer cette fois-ci un autre mouvement autour de la revue Standard. Je vous ai déjà parlé de cette revue. Standard, qui ne paraît qu'un seul numéro. Et je vous ai déjà dit que ce premier numéro a été présenté à Alexandre Miasnikian, et Alexandre qui lui-même était à Moscou au même moment, au moment de la parution de ce premier numéro, et Alexandre Miasnikian appelle, donc Alexandre Miasnikian était le secrétaire du Parti communiste arménien, convoque Tcharenz, il y a une rencontre entre les deux, et à l'issue de cette rencontre, Tcharenz on lui demande de détruire tout le stock de cette revue, dont n'échappe, semble-t-il, qu'un numéro qui se trouve aujourd'hui conservé au musée d'art et de littérature. Je crois avoir déjà montré la couverture du Standard, c'était ça. C'était une revue, c'est 16 pages. C'est vraiment une publication. En réalité, elle est restée plutôt confidentielle. En réalité, comme le stock a été détruit, la critique arméno-soviétique, longtemps, n'en a jamais voulu parler. Et même on a considéré que c'était une revue funeste dont heureusement Tcharenz s'était détaché très tôt. Mais évidemment, ça lui a permis ensuite à Tcharenz de partir à l'étranger et de revenir avec une esthétique différente, avec des déclarations du genre « Maintenant, je suis un autre, je suis différent, je suis un autre ».
hein, dans le recueil qui s'appelle Epithaga Lousapas. Mais ça ne va pas empêcher d'avoir des difficultés. La question nationale va être au centre même de la préoccupation de l'intelligentsia arménienne, notamment, surtout Tchalens. Entre 1922 et 1932 et 1933, je vous ai déjà parlé du recueil qui s'appelle Kirk Janabari. Kirk Janabari, ça veut dire le livre du chemin, qui est un recueil, le dernier recueil officiellement publié. Vous savez, dans l'Union soviétique, il n'y avait pas de maison d'édition particulière ou individuelle ou privée. Tout était édition d'État. Et donc, Tchalens, comme d'autres, est passé par le chemin, et Kirk Janabari a connu deux versions. La première version de 1933, qui n'a pas été mise en vente, là aussi, et une deuxième édition qui a été faite à partir de la première édition, d'où Tchalens a retiré un certain nombre de pièces qui posaient des problèmes, notamment à la censure et auprès des instances du Parti communiste. Donc, à l'intérieur du Parti communiste arménien, il y avait apparemment deux courants. Nous sommes à l'époque de Aras Irantia, le secrétaire du Parti communiste arménien, qui essaye de contrer les opposants, ses propres adversaires, et puis de favoriser un peu les écrivains qu'il estime talentueux, comme Tchalens. Et évidemment, les choses vont tourner très mal à partir de 1935-36. Mais évidemment, quel est le problème, au fond, de Kirk Janabari? Kirk Janabari est un livre, hein, le titre dit, ça a plusieurs sens. C'est d'abord une espèce de retour en arrière, remémorisé à l'histoire des Arméniens. Il y a toute une section concernant Patmoutian Karuminerum, c'est-à-dire les carrefours de l'histoire. Hein. C'est une poésie très engagée, si vous voulez, c'est une révision du passé. Ensuite, un poème important qui justement fait partie de ces révisions, mais qui en fait, c'est un double tranchant, c'est une sorte d'entrée à l'enfer. Tchalens écrit un poème qui s'appelle le poème, alors oui, Marfan des cycles. Le poème s'appelle Marfan des cycles, c'est Vision de la mort. Une vision de la mort qui a une épitaphe prélevée chez Siamanto qui s'appelle Massacre, massacre, massacre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce poème? C'est un vaste poème qui fait la partie centrale de l'ouvrage. Il y a le poète va entrer dans cette forêt qui précédait de Dante. Dante va l'amener à l'enfer. En enfer, comme dans sa comédie divine, il avait déjà fait avec Virgile. Alors maintenant, c'est Dante qui prend la main, si vous voulez, de Tchalens pour l'amener. Eh bien, Tchalens va visiter, si vous voulez, les personnages anciens
de l'Arménie, les personnages de l'Arménie, plus de l'histoire arménienne plutôt récente, hein, 19e, 20e siècle. Vous avez à ce moment-là Khalimian Hayrik, Zavarian, Siamanto, Varoujan, enfin tous ces écrivains intellectuels, hommes politiques d'Arménie. Et donc, c'est comme j'ai dit, c'est une espèce de retour en arrière pour, on peut dire, pour se détacher totalement du passé. Mais en fait, c'est une démarche très ambiguë. Car l'évocation même du passé, dans une époque où il est interdit de se retourner derrière, sur le plan de l'histoire, évidemment, c'est une attitude condamnable d'avance. Vous savez que c'est l'époque où même un auteur classique comme Raffi était interdit dans les bibliothèques. Donc, Raffi était un auteur interdit. Il y avait toute une liste d'auteurs interdits. Et évidemment, nous avons des personnages qui font partie du passé des Arméniens et que Tcharen, qui sont interdits et que Tcharen fait parler dans le texte. Parce que ces personnages interviennent. Parfois, ils disent deux, trois vers, une strophe. Donc, Marwan Vessil, vision de la mort, c'est une vision, c'est une espèce de défilé à travers l'histoire, c'est un défilé à travers l'histoire récente des Arméniens, et qui ne pouvait pas nécessairement, ne pouvait pas ne pas faire réagir la censure. Mais le texte est resté dans l'ouvrage. Et évidemment, ce texte, comme d'autres, dont notamment un poème qui s'appelle Batran, Message, a fait couler beaucoup d'encre et surtout a coûté à Tcharen certainement ses ennuis. Les ennuis de Tcharen avaient commencé dès le début des années 30. Mais à partir de Kirjanabadi, il a des difficultés qui s'amoncellent petit à petit et qui éclatent à la publication de l'ouvrage. On abordera dans 15 jours la suite de cette question.